Elisabeth Lévy est à la droite de Marine Le Pen. Hein. Et entre Marine Le Pen et Elisabeth Lévy, la raciste, c'est Elisabeth Lévy. Et donc il faut concevoir que l'Europe est une unité d'action économique, et dans cette Europe qui a un minimum d'organisation institutionnelle, on peut concevoir un système de libération des salaires, d'augmentation des salaires. Et ce système, il est simple, c'est le protectionnisme à l'échelle continentale. Si c'est ça le protectionnisme, pas pour nous. Parce que qu'est-ce que ce serait comme conception, finalement, de la solidarité à l'égard du Sud, si par rapport à des produits fabriqués par le Sud... Ça, c'est la rhétorique de gauche pour ne rien faire. Je pense que c'est quand même très important de défendre le prolétariat indien, c'est vrai. Mais ça n'est pas ce qu'attend votre électorat. Ah ben, je suis désolé, mais je crois qu'on a aussi une mission internationaliste. On n'est pas là simplement pour être des protecteurs de nos propres citoyens. Mais vous avez vu comme la France était bien après la guerre, tous les vieux cons avaient été nettoyés, hein? Et là, on peut l'avoir sans frais militaires. C'est-à-dire l'explosion de l'euro, ça va être la délégitimation de tous les connards qui ont fabriqué l'euro. Si on a des socialistes qui veulent aussi sauver l'euro, qui n'ont pas compris que la seule façon de sauver l'euro, ça serait d'établir un système protectionniste européen pour protéger ce qui reste d'industrie et d'activité. C'est dans le programme de Marine Le Pen, d'ailleurs. Voilà, Elle t'a repris une partie de ton dernier bouquin. Et bien, dans le contexte actuel, pour un pays comme la France, si on ne passe pas au protectionnisme, il vaut mieux se débarrasser de l'euro. Et on risque d'avoir une Marine Le Pen et un Front National qui arrivent avec le seul programme économique raisonnable. Et puis, bien entendu, le Front National est là à l'affût pour raconter n'importe quoi, mais il est dans la nature des partis d'extrême droite de raconter n'importe quoi, et tout est son contraire. Je veux dire, le Hitler était comme ça. Si Marine Le Pen avait tenu le cap, en fait, pendant la campagne électorale, c'est que le cap, je dirais, du recentrage sur des questions économiques et sociales fondamentales. Elle aurait peut-être fait un score un peu plus bas. C'est-à-dire peut-être elle aurait fait que 12 ou 13%, mais elle serait installée dans le paysage politique et elle serait devenue normale. Et c'est en ce sens que Sarkozy, mais dans 10 jours on ne parlera plus de vous. Ce parti socialiste qui a pas mal évolué et Hollande qui est un type intelligent, je veux dire, sera conduit à des attitudes plus radicales, et c'est ce que j'ai fait, c'est l'hypothèse d'un 1983 à l'envers, où on arrive avec un programme modéré, et ensuite on prend, je dirais, les mesures qu'il faut face au libre-échange, face à l'austérité allemande, etc. Donc ça c'est le prophète la tendance est dans ce sens. Dans cette mascarade de la gauche qui prend la place de la droite, ce qui m'a le plus choqué, c'est un type dont je continue à dire du bien, parce qu'il y a quand même des moins pires que d'autres, hein, donc il y a des moins pires. Effectivement, souvent je parle de Michéa, bien qu'il n'ose pas trop mettre les noms sur les concepts, il tourne en rond là, sur sa critique du libéralisme, mais on voit qu'il ose pas aller plus loin, ce qui fait qu'à la fin, il se bloque lui-même, quoi, hein. Et puis là, on a un autre que je citais de temps en temps comme pas mauvais, c'était Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, depuis un an, fait par ses critiques du mensonge européiste, de la stratégie catastrophique des leaders européens qui, pour sauver l'euro et l'Europe, détruisent finalement l'économie des nations avec des conséquences sociales très graves. En fait, par ses critiques honnêtes, Todd avait fait objectivement la campagne pour Marine Le Pen. Et je pense qu'à un moment donné, on a dû lui faire remarquer. Et là, il était l'autre jour face à Philippot, après l'élection de Hollande, et on mettra les extraits. Il a été d'une malhonnêteté incroyable, et qui fait que, pour moi, il est comme les autres, quoi. On a vu à un moment que le Front National essayait de devenir autre chose. Mais la vérité, c'est que les thématiques identitaires impulsées, je dirais, par le haut de la droite dite républicaine, le haut de la société française représentée par la droite dite républicaine, a totalement casser cette évolution du Front National. Et on a vu Marine Le Pen, se sentant menacée, revenir. Et donc la vérité, c'est que le Front National a certes créé des problèmes à Sarkozy, mais que idéologiquement, il est devenu le jouet de l'UMP. D'ailleurs, il se tordait les mains comme ça, on voyait qu'il transpirait à grosses gouttes. Il fallait à tout prix qu'il crache à la gueule du Front National. Et ce qui était assez malhonnête, c'est qu'il le faisait à travers Philippot, qui est vraiment l'aile gauche du Front, hein, c'est pas
c'est pas, comment il s'appelle, Louis Alliot, hein, c'est Philippot, c'est vraiment la gauche sociale, l'analyse du mondialisme. Ils étaient totalement d'accord sur l'analyse. Et on a bien vu un Todd qui lui a craché à la gueule de manière totalement malhonnête pendant toute l'émission, pour se disculper, c'est-à-dire il sait très bien comment fonctionne le système, il ne faut pas oublier qu'il est quand même un commis d'État, il est sociologue d'État, hein, il est payé par l'État, c'est un clerc, et un clerc stipendié, et là on voit vraiment cette lâcheté, cette malhonnêteté finalement du mec tenu, qui à la fin éprouve le besoin quand même de coucher avec les Allemands pour sauver sa place, son boulot de chercheur, parce que sinon il sera en difficulté, parce que c'est un chercheur d'État, son strapontin, ou plutôt même d'ailleurs son canapé chez Tadi pour faire le beau. Et ce qui était dégueulasse, on montrera les extraits, c'est quand il a osé dire à Philippot, vous le Front National, vous en prenez au plus faible, vous n'osez pas désigner les vrais responsables de la crise. Le Front National n'est pas crédible. Oui. Parce qu'il n'est pas dans une véritable logique d'égalité. C'est-à-dire le simple fait de désigner des faibles. Non, mais ça, vous l'avez dit. Oui, mais c'est important. Ça, c'est vos fantasmes. Mais il n'y a pas de désignation, il n'y a pas de bouc émissaire. Parce que la réalité, c'est que pour faire une politique économique telle que je la conçois, il faut oser affronter les forts, les riches, etc. On n'en parle jamais de ça, bien sûr. C'est ce problème du qui est vraiment l'adversaire. Qui est l'adversaire? Je lui pose la question du Front National ou de Todd, qui est le plus lâche quand il s'agit de désigner les responsables de la crise, quand Todd fait mine de s'acharner sur l'Allemagne. Qui met l'économie française dans le trou, et c'est en fait la combinaison du libre-échange et de l'euro. Donc qui fait l'Allemagne, elle, sa solution pour équilibrer ses comptes, ça a été le nationalisme économique et de réaliser son équilibre économique des comptes extérieurs, même ses excédents extérieurs, sur le dos de ses partenaires européens. Donc l'euro est devenu une machine à détruire les économies françaises et autres. Ce qui donne à l'Allemagne ce surcroît de puissance et ce qui est en train, je dirais, de faire de l'Europe, qui était une communauté de nations égales, un système hiérarchique, avec en haut une Allemagne dominante. Comme si l'Allemagne était responsable de la crise mondiale, alors que cette crise vient de Wall Street. Quelle est l'idéologie qui est derrière le capitalisme financier mondialiste purement spéculatif qui est en train de tous nous faire sombrer dans le chaos? Je veux dire, Marx l'a identifié, Sombart l'a identifié, Weber a tiré un petit peu en biais en parlant du protestantisme, mais on sait ce qu'est le protestantisme, hein, c'est un retour au judaïsme. Voilà. Et je pense qu'entre le Front National et Todd, celui qui a le moins le courage de désigner les vrais responsables de la crise, c'est évidemment Todd. Ou alors, il est dans un tel tribalisme qu'il a du mal à être intelligent jusqu'au bout. Et là, je l'inviterais à lire le bouquin d'Atzmon, parce que je pense que là, on est typiquement chez Todd, dans ce que dénonce Atzmon, c'est dans ce qu'il appelle le tribalisme forcené et inconscient, finalement, du juif laïque de gauche. Hein. Parce que ce qui démontre ça dans le discours totalement malhonnête de Todd, c'est quand il crache sur Marine Le Pen, en prétendant qu'elle est... presque qu'elle serait une raciste, etc., alors qu'elle est sur un discours anti-immigré qui est un discours totalement social et qui est totalement celui que Todd devrait admettre s'il était honnête, parce qu'en fait on ne montre pas l'immigré pour des raisons de race, on montre l'immigré pour des raisons de rapport de classe, parce qu'il est utilisé dans un dumping social par rapport aux acquis sociaux des salariés d'un pays. Donc, et ça, normalement, Todd a parfaitement les moyens de le comprendre dans le discours du Front National, notamment porté par Philippot. Hein. Alors que quand il prétend donc... il voue sa haine finalement tribale et raciale contre Marine Le Pen, parce que c'est vraiment une Française de souche qui incarne quelque chose qui le dégoûte mais qu'il n'a pas identifié. Il se permet de rajouter derrière que mon amie Elisabeth Lévy. Et même si en ce moment c'est plutôt le géographe Christophe Guilluy qui fait battre son petit cœur, elle a quand même lu tous vos livres, Emmanuel Todd, et elle n'est pas toujours d'accord avec vous. Elle vous aime bien, mais elle n'est pas toujours d'accord avec vous. Exemple, sur le nombre de mariages mixtes comme preuve de la réussite de l'intégration. Je peux faire une remarque ? Attendez, ce qu'elle va dire. Non, je veux dire, c'est une copine, mais on s'engueule sans arrêt sur ces sujets. Et moi, je demande à Todd, les yeux dans les yeux, parce que là, à mon avis, il va avoir les mains qui se tordent. Il faut vraiment être finalement dans un tribalisme inconscient pour prétendre qu'on peut être ami avec Elisabeth Lévy, qui elle est une racialiste, une religieuse, une sioniste de droite haineuse, qui appelle non pas au contrôle des frontières pour les immigrés, mais qui stigmatise volontairement dans une logique de sionisme de droite inconditionnelle les musulmans de France. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui trouvent que cette question
d'un certain type d'islam, donc disons-le, ou d'islamisme, fait l'objet depuis des années d'une sous-médiatisation, que c'est un tabou, qu'on n'a pas le droit d'en parler, si vous voulez, et ils aimeraient bien qu'on en parle. Et ça, personne ne veut l'entendre. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens vivent comment? Quand vous prenez le RER, vous voyez quoi? Je veux dire, vous croyez que ça les inquiète pas, les gens? Encore une fois, je crois vraiment. Pourquoi il y a beaucoup de polygames dans le RER? Mais parce qu'il y a des signes d'un islamisme, si vous voulez, qui n'est pas seulement lié à la pauvreté, parce que c'est pas vrai, parce que la pauvreté, elle n'a pas commencé il y a 10 ans. Or, ce phénomène s'accélère depuis 10 ans. Il y a des signes d'une pression sociale de cet islamisme dans les cités. Enfin, on est en guerre. Si vous voulez, on a des zones de guerre, on a des gens qui tirent sur les flics à l'arme lourde, ils rentrent dans la cité, ils passent une frontière, et on est là à faire des chichis. Est-ce qu'il faut maintenir l'ordre est-ce qu'il faut maintenir un ordre qui n'existe plus ou empêcher... Non mais si vous voulez, excusez-moi, on est dans quel réel? Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? Qui s'était d'ailleurs réjoui de mon agression à l'époque, qui m'a fait virer de plusieurs émissions, et qui est d'une malhonnêteté intégrale, puisque cette Elisabeth Lévy, à l'époque où il fallait que la France prenne un sursaut républicaniste, était venue occuper le créneau en essayant d'usurper la mémoire de Marc Bloch, ce à quoi s'était opposée sa famille. Elle prétendait être républicaine, puis après elle a eu un virage sioniste caractérisé. En fait, elle est un sayanim, elle est un agent. Todd le sait, mais il est ami avec elle, il discute avec elle en ricanant de ces sujets, alors qu'elle est d'extrême droite, au vrai sens du terme, par rapport à Marine Le Pen, mais par contre, il voue une haine, je dirais rabique, et voire raciale à Marine Le Pen. Il faudrait qu'il analyse, ce monsieur Todd, si finalement cette amitié qu'il maintient à Elisabeth Lévy et ce mépris qu'il a pour Marine Le Pen n'est pas lié finalement à une solidarité tribale qu'il a mal identifiée et qui finalement ne fait pas de lui un penseur universaliste et un sociologue honnête, mais finalement un tribaliste finalement un peu plus subtil et un peu plus discret que les autres, mais qui retourne bien là d'où il vient au moment où le pouvoir l'exige. Voilà, hein. Et je rappelle quand même à Emmanuel Todd qu'il n'est aujourd'hui qu'un sociologue de qualité qu'à cause de l'effondrement de la sociologie française depuis les années 85, mais sinon il reste quand même, excusez-moi, un positiviste, un type qui est un bon statisticien, un bon démographe, mais qui n'a pas visiblement de culture philosophique, et ça se voit quand il se permet, mais là où il se ridiculise, de cracher sur Carl Schmitt, qui d'un point de vue qui est un sociologue bien plus important que lui et qui est un grand politologue. Je veux dire, sans faire une dérive schmittienne, je veux dire, faire de la politique, c'est la dérive schmittienne. Voilà. Faire de la politique, c'est s'appuyer sur des catégories d'un type ou d'un autre, et puis désigner, je ne dirais pas l'ennemi comme Schmitt, je dirais désigner l'adversaire. Qui est Schmitt? Bon, c'est un théoricien allemand complètement, genre de juriste proto-nazi insupportable. Il y a toujours la même chose chez Todd, qui finalement est un tribaliste, c'est cracher sur un grand penseur comme Carl Schmitt parce qu'il aurait été à un moment donné nazi. Alors mon petit Todd, il faut bien quand même que tu te mettes dans le crâne si tu prétends être sociologue, historien, etc., que de même qu'il n'y a jamais eu de philosémitisme avant 1945, tous les grands hommes du XXe siècle, admis par tes propres, par ta propre catégorie d'universaliste laïcard de gauche, ont été pro-nazi à un moment donné. Non seulement Carl Schmitt, qui est un très grand penseur, d'ailleurs maître à penser de Léo Strauss, enfin voilà, il n'y a pas de problème hein, même d'un point de vue tribal, il y en a qui ont su le récupérer très bien pour amener à la politique néoconservatrice américaine. Mais non seulement Carl Schmitt a été un nazi, mais aussi, je te le rappelle, le plus grand philosophe du XXe siècle, admis par toi et par Finkielkraut, qui est Heidegger, qui a été même membre du parti nazi, et le plus grand écrivain du XXe siècle, qui est Louis-Ferdinand Céline. Donc, le passage nazi n'est pas un signe d'abrutissement, contrairement à ce que tu pourrais croire, et ne disqualifie pas ces grands penseurs, et ça serait plutôt à toi, Todd, de te rendre compte du ridicule que tu affiches quand tu ricanes sur le Carl Schmitt, que tu n'as pas lu évidemment, sous prétexte qu'il aurait été à un moment donné nazi. Je ne parlerai même pas sur le plan artistique de Knut Hansum, prix Nobel de littérature, qui a écrit le magnifique roman qui s'appelle La Faim, que tu devrais lire aussi. Ce serait bien que tu te cultives un peu, parce que comme tous les cons de gauche, tu as une culture assez limitée, visiblement. La tradition, tu sais pas ce que c'est, le classicisme, évidemment, ça t'échappe un peu, etc. Et puis, ou Ezra Pound, très grand poète américain, fasciste assumé. Ces deux personnages, d'ailleurs, Knut Hansum ou Ezra Pound, étaient tellement durs à critiquer après-guerre, et qu'on ne les a pas envoyés à Nuremberg, parce qu'ils étaient trop structurés et ils pouvaient se défendre. On les a mis en hôpital 15 ans, ou 10 ans et 15 ans en hôpital psychiatrique. Voilà, parce qu'on ne savait pas comment
les gérer autrement. Donc il faut cesser, c'est valable pour Todd mais pour d'autres, de systématiquement disqualifier un penseur, un poète, un dramaturge, parce qu'il aurait été sympathisant nazi dans les années 30. Il suffit de regarder la presse de l'époque, les déclarations de Churchill pour voir que quand on veut penser sérieusement et honnêtement, il faut ne pas admettre comme vérité et morale la réécriture de l'histoire des vainqueurs. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et donc j'invite Todd à lire Carl Schmitt, et je l'invite aussi à se poser la question, je dirais, de sa lâcheté, sur tout ce dont on a parlé avant, et surtout je dis qu'après le déshonneur qui est son face-à-face avec Philippot, qui à mon avis qui est pour moi quelque chose d'important, on le ressortira. Je pense qu'il y a le ridicule qui va lui tomber sur la gueule bientôt, parce que quand il prétend en plus que le Front National est fini, parce que Hollande a réussi à réconcilier la gauche avec le mouvement ouvrier. Ce qui est vraiment significatif de l'élection actuelle, c'est la reconquête lente du monde ouvrier par le Parti socialiste. Je ne sais pas s'il y croit ou si là, c'est qu'il est obligé de mentir de façon incroyable. Lui qui a déjà servi d'alibi à Chirac à l'époque de la fracture sociale, là, il sert d'alibi à Hollande, c'est-à-dire un coup à gauche, un coup à droite. Finalement, en maintenant cette espèce d'illusion de l'opposition et de la réalité gauche-droite, qui l'un représenterait la réaction et le capital, et l'autre le progressisme et le social. Il faut être un sociologue stupide ou un menteur, un malhonnête et un lâche pour jouer ce petit jeu. Et surtout quand on voit ce que Hollande va prendre dans la gueule et ce qu'il va faire dans les mois qui viennent, je pense que Todd là a mangé son pain blanc. Il va vraiment se ridiculiser. Voilà. Et surtout, je lui fais remarquer qu'il contribue par son analyse à pérenniser comment dirais-je, cette pseudo-différence gauche-droite, qui est vraiment la façon comment dirais-je, d'empêcher les gens d'accéder à la conscience politique réelle. C'était une période dans laquelle on pouvait effectivement parler d'effet essuie-glace, où la gauche et la droite commençaient à se ressembler quand même pas mal. C'est-à-dire il y avait des libéraux, des sociaux-libéraux, et quelque part les gens savaient que voter à gauche ou à droite, ça ne faisait pas de grande différence dans une évolution générale vers le libéralisme. Sur le plan économique, et social. Il vous semble pas que c'est le cas aujourd'hui. C'est fini. Et il vous semble pas que le système c'est fini. Il fait de petites analyses avant les élections pseudo-courageuses, et puis à la fin, il revalide tout le système pour continuer finalement à en croquer. Et je pense que c'est pour ça que c'est quand même un tout petit sociologue. Hein. Pour être un grand sociologue comme Carl Schmitt, il faut dépasser son époque. En fait, Todd est un petit sociologue intéressant de la séquence historique actuelle, mais sa lâcheté là, ses mensonges, ses ralliements, finalement une fois à Chirac, une fois à Hollande, ne le situe pas au-dessus de la réalité en tant que sociologue qui regarde. Il est dedans. Voilà, il est dedans. Finalement, c'est un petit politique, hein, c'est-à-dire c'est un clerc, et un clerc stipendié. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de la question sur Todd. Il s'est déshonoré face à Philippot, et il va se ridiculiser dans l'avenir. Et je le répète, comment dirais-je, le Front National ne va pas disparaître, Hollande ne va pas réconcilier la classe ouvrière, et même la gauche du travail au sens élargi, avec le Parti Socialiste. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer, et ça va être difficile à Todd de rebondir là-dessus. Par contre, Todd, lui, tend finalement toujours au dernier moment à servir le politique institutionnel et à faire croire qu'est valide la distinction gauche-droite qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, alors que c'est la distinction mondialiste-antimondialiste qui est valable, et il le sait lui-même. Et pour ça, je veux dire, il tend là dans les temps à venir à montrer ses limites, à se discréditer, et je crois que ce que je viens de dire là, qui peut paraître un peu brutal, nous allons le vérifier dans les mois à venir, hein, les 2 ans à venir maximum. Voilà. Et puis après, pour dernier rebond, son analyse sur le Front National, il disait le Front National va exploser, parce que de toute façon le Front National est dans une contradiction profonde, qu'à chaque fois il y a des électeurs qui retournent à droite et d'autres qui vont à gauche. Il a parfaitement raison, c'est une question d'analyse de classe. Je pense que Todd, qui est finalement assez prétentieux, il a pris la grosse tête. Voilà, c'est pas lui qui a inventé la structure de classe des mouvements d'opinion et l'écart qu'il y a entre la conscience réelle et la conscience possible, c'est-à-dire entre les intérêts de classe objectifs et l'idéologie. Et justement, là on va rebondir, il est évident que le Front National a une double composante sociologique, une composante ouvrière prolétaire et une composante petite bourgeoise. Et qu'effectivement, c'est ce qui s'appelle le peuple. Le peuple, ce sont les petits entrepreneurs, les petites gens propriétaires de leurs moyens de production, et les petits salariés. Or, évidemment, idéologiquement,
les petits salariés se sentent de gauche et les petits propriétaires, petits employeurs se sentent de droite. Que j'appelle gauche du travail, droite entrepreneuriale. Et tout le travail de domination idéologique du système est de les séparer chaque fois qu'ils peuvent aux élections. Parce que s'ils se réunissent, comme essaye de le faire le Front National, ils prennent le pouvoir. Hein. Le pouvoir se prend par l'union politique de la classe moyenne et du prolétariat. Et donc finalement, quand Todd dit que le Front National va disparaître parce que ces deux composantes vont se séparer à nouveau, c'est justement le drame, effectivement, que ces deux composantes se séparent régulièrement parce qu'elles se font manipuler, notamment par les médias et le système dominant, mais par des enfoirés comme Todd, qui normalement devrait bien poursuivre son analyse objective jusqu'au bout et dire que l'intérêt politique et l'intérêt économique et de la petite bourgeoisie entrepreneuriale et du prolétariat et du salariat est de marcher la main dans la main, car en fait ils sont victimes du même processus de destruction mondialiste. Or là, alors que Todd devrait faire ce boulot, mais qui amènerait finalement au vote Front National sur la ligne Marine-Philippot, il fait bien son travail de capot et de clerc stipendié, et il pérennise bien la manipulation idéologique gauche-droite pour être sûr à chaque fois que ce soit un coup Chirac ou Sarkozy, un coup Hollande, et donc il situe bien qu'il n'est pas dans le travail de conscience et qu'il n'est pas un acteur progressiste finalement au sens où il l'entend en tant qu'analyste, mais qu'il est bien finalement en dernière instance un petit malin qui fait des analyses un petit peu à la marge par rapport au lèche-cul dominant, mais qui à chaque fois retourne dans le troupeau au moment où il faut, pour ne pas se faire attraper par la patrouille comme un réel progressiste, réel analyste, et réellement, combattant du côté du peuple. Il n'est pas du côté du peuple, ça se voit par son amitié à Elisabeth Lévy, ça se voit par son arrogance. Finalement, il est un clerc payé par le pouvoir, qui à chaque fois retourne servir ses maîtres. Après, c'est un peu agacé finalement, et avoir osé des petites remarques, exactement comme un fils de famille qui engueule un peu son père, mais qui revient servilement tous les mois chercher son argent de poche. Voilà. Je finirai sur Todd. Je pensais que Todd était un honnête homme. Finalement, il rejoint la cohorte des merdes, et surtout avec une connotation tribale que je n'avais pas identifiée jusque-là, mais qui maintenant me paraît clairement établie dans sa manière, qui ne peut pas s'expliquer autrement, de traiter Marine Le Pen et Elisabeth Lévy. Je termine là-dessus. Elisabeth Lévy est à la droite de Marine Le Pen. Hein. Et entre Marine Le Pen et Elisabeth Lévy, la raciste, c'est Elisabeth Lévy. C'est certain que Todd ne soit pas capable de l'identifier, prouve bien qu'il est dans le tribalisme que démontre Atzmon. Voilà. Je terminerai là-dessus, sur ce triste cire, voilà, qui paie à son âme, comme on dit. Enfin, pour moi, il fait plus partie des honnêtes gens. Voilà. Si vous essayez de faire croire aux gens qu'on vous fait parler, mais tout le monde le sait, vous n'êtes pas crédible. Pas. Mais je veux dire, alors là, nous sommes dans une vraie vision d'extrême droite. C'est-à-dire que ce personnage, vous me dites, je ne suis pas libre. Je vous dis, je ne peux pas piffer le Front National, et je n'ai pas besoin qu'on me donne des ordres. Ça vous ici dérange? ou là, vous savez ce qui le dérange, c'est que vous... toutes ces idées, tout ce qu'il dit, c'est chez nous. Et ça l'énerve à un point, pas possible. Oui, alors ça c'est toujours... comme moi j'ai dit que j'étais pro-musulman, on va dire, parce que c'est un système de valeurs dont je me sens proche, on m'a soi-disant reproché, et à droite et à gauche, c'est-à-dire et chez les gens du Front National pas très cultivés, et chez certains musulmans pas très cultivés non plus, parce qu'on est en fait dans un système de destruction de toute profondeur historique. En France, hein, les gens n'ont plus de culture, on ne veut plus qu'ils en aient, et même Todd, finalement, qui se croit cultivé, n'est pas très cultivé, finalement. Il est juste un peu moins inculte que les autres. On me dit, comment pouvez-vous être nationaliste et sympathisant musulman, comme si c'était une contradiction ou une aberration. Or, je fais remarquer que, historiquement et traditionnellement, les islamophiles français viennent tous de ce que la gauche laïcarde appelle l'extrême droite, qui est une injure, hein, de toute façon. C'est-à-dire, en fait, des nationalistes néo-traditionnalistes. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait d'ailleurs associer à la pensée réactionnaire, mais la pensée traditionnelle n'est pas d'ailleurs tout à fait la pensée réactionnaire. C'est des catégories que Todd et les cons ne maîtrisent pas, mais il y a libéral, il y a social, il y a réactionnaire, il y a traditionnel, c'est pas les mêmes catégories. Hein, voilà. Et ils confondent tout, parce que dès qu'ils sont passés à droite, de toute façon pour eux, libéral, réactionnaire, traditionnel, fasciste, c'est la même chose. Voilà. Donc en réalité, la droite française classique et pro-musulmane, hein, ce qui correspond à l'extrême droite d'aujourd'hui. On le sait par Guénon, par Evola, par Massignon, par Corbin. Hein, c'est une tradition. Donc finalement,
C'est ce que j'appelle moi la droite des valeurs. Hein. Voilà. Moi je suis finalement nationaliste et sympathisant musulman, comme effectivement je préfère les catholiques traditionnalistes aux catholiques Vatican II, et je trouve tout à fait cohérent finalement que certains musulmans, comme Salim, mon camarade, soient à la fois patriotes français et même monarchistes en étant musulmans. Ça me paraît tout ça me paraît assez cohérent en réalité. Hein. Donc je rappelle bien là, et pour le dire aux nationalistes et aux musulmans qui veulent se cultiver, que la tradition française comment dirais-je, de la sympathie, de ce qu'on appelle l'islamophilie, et du côté de l'extrême droite, telle qu'elle est, enfin, ce qu'on appelle l'extrême droite. Hein, je vous le dis, Guénon, Massignon, Corbin, Evola, sans même parler évidemment des choses plus gênantes qui seraient le grand moufti de Jérusalem, de la SS musulmane bosniaque, etc. Hein. Il y a une vraie tradition finalement sur la droite des valeurs, entre une certaine droite traditionnaliste nationaliste et une sympathie pour la religion musulmane. Hein. Le virage anti-musulman s'est fait plutôt sur l'immigration. La perte de l'Algérie française, au niveau de ce qu'on peut appeler l'extrême droite, c'est lié à des choses qui sont périphériques, qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'islam, qui sont liées avec la décolonisation et le traumatisme de la décolonisation, et après le traumatisme de l'immigration imposée. Hein. Mais en termes de valeurs, le nationalisme, le traditionnalisme et l'islam, ça marche très bien ensemble. Donc je ne suis pas du tout incohérent. En revanche, si on veut voir quelle est la tradition anti-musulmane en France, elle est évidemment de la gauche laïcarde, parfaitement incarnée par le gouvernement actuel, qui est anti-religion rabique. Hein, c'est la pensée maçonnique, qui est une religion de substitution et qui est contre les monothéismes transcendants, sauf le judaïsme évidemment, puisque l'objectif final de la maçonnerie, c'est la reconstruction du temple de Salomon. Hein, donc c'est le même objectif que les sionistes et les juifs religieux. Hein, donc voilà, donc c'est une religion qui ne dit pas son nom et qui est au service, à travers deux médiations de deux religions qui disent parfaitement leur nom, d'abord le protestantisme, ensuite le judaïsme, hein. Maçonnerie, protestantisme, judaïsme, hein. C'est comme ça que ça se construit, et c'est fondamentalement anti-catholique et anti-musulman aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la puissance anti-musulmane qui a les moyens d'exercer sa puissance, qui est à la fois cachée et virulente, c'est la puissance maçonnique, qui a délégué, je dirais presque médiatiquement à Marine Le Pen, le rôle de porter la parole anti-musulmane en apparence, qui était si elle est anti-musulmane, elle aura les médias. C'était ce que j'avais démontré chez Tadei il y a déjà 1 an. Si Marine Le Pen revient aujourd'hui dans le jeu, elle revient pour une bonne raison, c'est qu'elle produit une critique économique très rigoureuse, qui est intéressant parce que le Front National était avant le parti de témoignage, qui était en réalité un parti presque culturel, qui n'avait pas vraiment de ligne économique, puisqu'on disait on est pour la liberté, donc on est libéraux, enfin il y avait le Reagan français, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen cite Maurice Allais, etc. Et ce qui est assez horrible, c'est qu'elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui est en réalité un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Mais en réalité, si on regarde la composante du Front National, chez les penseurs du Front National, chez les gens intelligents, soit parce qu'ils ont une vision critique du mondialisme financier, leur sujet n'est pas l'islam, on sait très bien que ce n'est pas le monde musulman qui est responsable de la destruction du monde par l'usure de Wall Street, et qu'au contraire l'islam est une religion comme le catholicisme anti-usuraire, donc de ce point de vue-là, Philippot serait plutôt pro-musulman par une médiation laïco-matérialiste, et si on cherche dans les fondamentaux de la droite des valeurs et qu'on va voir du côté de Gollnisch, je pense qu'il y a beaucoup plus de fraternité entre un catholique traditionnaliste comme Gollnisch et un musulman, qu'entre un musulman et un sioniste du Grand Orient comme Valls, Fabius, etc. Quoi, voilà. Donc non seulement il est logique qu'un nationalisme cultivé comme moi soit pro-musulman, mais il faut bien qu'un musulman comprenne que celui qui lui est le plus hostile en France n'est pas le catholique, n'est même pas le chrétien, mais est, je dirais, le maçonnico-sioniste, hein, dont le pouvoir s'incarne à travers le Parti socialiste. Voilà. Donc nous sommes là totalement à front renversé, puisque nous avons des Français d'origine maghrébine et de confession musulmane qui vous disent, ça c'est des mails que je reçois, j'ai voté pour le Parti socialiste parce que c'est quand même le moins pire, c'est le moins hostile aux immigrés. Ce genre de discours me tire les larmes.
C'est-à-dire que le français musulman se considère comme un immigré, alors que parfois il est français depuis 3 générations, et après déplore que le français de souche le considère comme un immigré. Celui-même qui pense qu'il est encore un immigré, il ne faut pas qu'il s'en plaigne. Hein. En fait, il faut bien comprendre que le discours pro-immigré de la gauche française est sans doute, objectivement, en termes de rapport de classe, en termes de choix économiques, et en termes même en termes symboliques, le discours le plus dangereux, le plus hostile aux Français d'origine immigrée, mais français, et de culture musulmane. Parce que toute l'idéologie de gauche qui est finalement une espèce de sympathie, on va dire de sympathie compréhensive pour la délinquance, en associant systématiquement délinquance et Maghreb, hein, avec l'idée c'est pas de leur faute, ils ont des excuses, sous-entendu l'immigré maghrébin de confession musulmane est naturellement délinquant. Hein. C'est une catastrophe, je dirais, pour le français musulman qui, lui, n'a pas envie d'être associé aux délinquants, mais le Parti socialiste, symboliquement, l'associe auprès du public. Hein. C'est comme le blague de service, c'est toutes ces manipulations. Et deuxièmement, en termes de logique de classe, parce qu'on n'est pas seulement français musulman, on est français musulman avec une position de classe. On est français musulman, par exemple, prolétaire, ou petit salarié. Hein, on n'est pas saoudien rentier, voilà. Et ben ce qui est le plus dangereux dans le choix politique pour le français musulman, c'est l'immigrationnisme et le laxisme envers la délinquance d'origine immigrée. Et ça, ce sont les deux positionnements, comment dirais-je, objectifs du Parti socialiste envers ce qu'ils appellent l'électorat musulman. C'est-à-dire nous avons une complaisance envers les délinquants et nous sommes pour les sans-papiers. Et ben ça, c'est deux choix qui sont parfaitement contraires aux intérêts objectifs des Français d'origine immigrée, de confession musulmane, souvent issus des basses classes sociales, et récemment français originaires du Maghreb. Il serait temps qu'ils se posent toutes ces questions. Voilà. Hein. Je n'irai pas plus loin, parce que ça ne veut pas dire, contrairement à ce que je dis, que donc ils devraient se jeter dans les bras du Front National, mais qu'ils devraient commencer à accéder à la maturité politique dans leur manière de voter, et à comprendre que finalement, en se soumettant au Parti socialiste, ils sont strictement dans l'indigénat. Hein, strictement. Voilà. Et qu'ils ne réclament pas le respect, alors qu'eux-mêmes ne se respectent pas eux-mêmes par la manière dont ils se voient sur l'échiquier politique. Hein, voilà. L'immigrationnisme, d'ailleurs là, Todd est immigrationniste, hein, comme par hasard, et la complaisance envers la délinquance sont les deux mamelles et les deux façons dont finalement le PS traite les Français musulmans d'origine immigrée, et ce sont les deux manières qui sont finalement objectivement les plus hostiles aux intérêts objectifs des Français musulmans d'origine immigrée. Voilà. C'est compliqué, il faut bien se repasser ça dans la tête plusieurs fois. Je vois d'ailleurs que ça commence à germer dans l'esprit de certains jeunes, parce que j'ai vu des rappeurs récemment qui avaient à peu près compris ça, ce qui est assez marrant. Mais vous verrez une fois de plus que sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, j'ai raison, nous y viendrons, et que mon discours est à la fois beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, que celui finalement d'un petit sociologue de deuxième zone, mais à prestige officiel comme Emmanuel Todd. Hein, voilà. Oui, alors là, c'est quand je disais, les islamophiles sont très souvent des Français nationalistes issus de la tradition, souvent issus du catholicisme, voire du monarchisme, mais à l'inverse, tous les destructeurs de l'islam, par ce qu'on appelle l'islamologie, hein, l'islamologie qui est le décortiquage de l'islam avec les outils de la laïcité et de la sociologie positiviste ou anglo-saxonne, sont systématiquement en France et en Occident des juifs, il faut le dire. Aux États-Unis, c'est Bernard Lewis. En France, c'est Rodinson, Étienne, etc. Donc, non seulement les penseurs de droite traditionnels, finalement, respectent l'islam au nom des catégories de l'islam, c'est-à-dire des catégories de la transcendance et de la tradition, mais finalement, ceux qui étudient l'islam avec les outils de la laïcité et finalement le déstructurent ou le dénaturent, sont en général systématiquement issus de la communauté juive, et c'est par leur médiation qu'il faut passer, nous, Français, pour comprendre et connaître l'islam. C'est que systématiquement, il y a une sous-traitance communautaire. Et finalement, le seul islamologue non-juif que nous ayons en France, c'est une petite remarque que je fais, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan est islamologue. Je rappelle qu'un musulman islamologue, c'est un oxymore. Hein. C'est comme un religieux laïque. Vous voyez ? Alors on a des juifs laïques, hein, donc ce genre d'escroquerie intellectuelle existe systématiquement, mais en réalité, c'est un oxymore. C'est pas possible. On ne peut pas être dedans et dehors. Hein, voilà. Donc on est soit musulman, soit islamologue. Et quand on est islamologue, on n'est pas musulman. Voilà, c'est comme quand on est christianologue et qu'on étudie le christianisme en tant que sociologie, on peut à la limite se rapprocher de René Girard, mais on n'est pas chrétien. Parce qu'on explique Jésus
non pas par la révélation et par la transcendance, mais par un mécanisme sociologique immanentiste. Hein. Voilà. Là, je ne sais pas si Todd peut suivre, mais faut peut-être qu'il étudie un peu plus la philosophie, un peu moins la statistique, qui est quand même une science de bourrin, de crétin, science qualitative, positiviste, matérialiste. Mais voilà, donc c'est un vrai sujet sur voilà, qui est proche des musulmans naturellement, et qui en est le plus loin en donnant l'apparence d'en être près. Celui qui dissèque la grenouille n'est pas l'ami des grenouilles. Hein. Il faut bien le comprendre. Hein. L'islamologue n'est pas l'ami des musulmans. Voilà. Il est 22h10, samedi soir, lorsque Dominique Strauss-Kahn arrive au bar Jose, un bar rue Saint-Denis, ancien sex shop converti en restaurant-club. Avec Anne Sinclair, ils sont parmi les premiers à venir fêter l'anniversaire de Juju, Julien Drey. Ensemble, ils s'installent au premier étage pour prendre un verre, très vite rejoints par Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Marie Le Guen. À 23h, la fête bat son plein. 150 personnes, politiques et showbiz. Yvan Attal, Michel Boujna, Jean-Pierre Elkabbach, MC Solar, Daniela Lombroso et de nombreux ténors du Parti Socialiste. Comme Pierre Moscovici, Emmanuel Valls qui va s'entretenir avec l'ancien directeur du FMI. Ségolène Royal, elle quittera les lieux en apprenant sa présence. Bien sûr, c'était l'anniversaire de Julien Drey, et puis et encore une fois, c'est un monsieur charmant, il aurait pu le fêter chez moi comme chez n'importe qui. Nous, à l'intérieur, on n'a senti aucun malaise. Les gens étaient plutôt souriants, conviviaux, à l'aise. Oui, alors ce qui est marrant, effectivement, c'est que de tout temps, ça a été le PS qui gérait les Français immigrés de confession musulmane et qui a réussi à les faire voter. Et on voit que ces gens-là, en général, sont des sionistes inconditionnels, des maçons, c'est-à-dire anti-religieux, et en termes sur le plan de la ratonnade, cautionnant les vrais ratonneurs, parce que finalement, il n'y a qu'un seul endroit au monde où il y a des ratonneurs. Hein. Il n'y a pas de ratonneurs en France, il n'y a pas de ratonnade d'État en France. Hein. Mais en Israël, oui, on est dans la ratonnade d'État systématique depuis 60 et quelques années. Hein, voilà. Et finalement, les gens qui sont à la fois des anti-religieux rabbiques et finalement des apologètes de la ratonnade via leur sionisme inconditionnel, puis sionisme de droite, hein, attention, pas sionisme déguisé des oripeaux, comment dirais-je, du kibbutzik, etc. Hein. Et ben finalement, voilà, on arrive là, à l'anniversaire de Julien Drey. Alors ce qui est intéressant, c'est que le jour il a fêté son anniversaire, il a échappé récemment à la prison, on le sait, pour détournement de fonds. Juste un rappel à la loi, mais là je pense que les réseaux maçonniques ont joué. Et il a fêté son anniversaire dans une espèce de restaurant bar à pute rue Saint-Denis, c'est très symbolique. On montrera d'ailleurs la vidéo de promotionnelle. Jose est un bar, restaurant, club, chic, élégant et décalé qui se décline sous la forme d'un surprenant triplex et ses 3 destinations, le paradis, l'enfer et le purgatoire. Chez Jose, les langues se déhanchent et les corps se délient. Tous vos sens sont en éveil. Le plaisir sous toutes ses formes est à portée de main. Et là, c'est la réalité de ce qu'il y a derrière cette France républicaine maçonnico-sioniste, quoi. On est dans la partouze vulgaire, quoi. Donc tout ça me fait assez marrer quand je vois ce qu'est la vie, par exemple, la vie quotidienne, sur le plan du respect du sacré, des valeurs d'un Gollnisch, qui était vraiment ce qu'on appelle l'honnête homme catholique, quoi, irréprochable, et puis la réalité de ceux qui gèrent finalement nos indigènes, on va le dire, et cet écart absolu qui est un écart de mépris, de mensonge, et de domination illégitime et hontée. Voilà. Donc là, je n'irai pas plus loin, mais on va mettre un petit peu la vidéo pour montrer où est-ce que finalement ce cher Julien Drey, vénérable, fête son anniversaire avec tous les gens du PS qui sont venus voir. Ils étaient un peu gênés qu'il y ait Strauss-Kahn, mais ils sont contentés de rester à quelques mètres, enfin, et toute cette tartufferie incroyable. Il y avait tout le banc et l'arrière-ban du Parti Socialiste dans ce merveilleux endroit d'une vulgarité inouïe, mi-resto, mi-boîte à partouze, dans cette rue ô combien symbolique de la République maçonnico-sioniste qui est la rue Saint-Denis, quoi, voilà, la rue des putes. José Dom et toute leur équipe vous réservent un accueil détonnant dans une ambiance parfois survoltée. Ouverture d'esprit, convivialité et anticonformisme sont leurs maîtres mots. Jose est l'endroit idéal pour organiser vos événements. Les 3 espaces sont privatisables. Chez Jose, tout est possible.